Alors, il y a une chose que je tenais absolument à faire avant de commencer, c'est d'insister sur l'aspect logistique du verbe. Oui, effectivement, le téléphone, c'est une bonne idée. Mais j'avais aussi surtout envie de remercier en fait les personnes qui nous accueillent, parce que l'air de rien, ce qui va se faire ce soir, c'est-à-dire avoir le luxe de pouvoir être dans la légèreté des mots, prend une organisation, des murs, de la lumière, un directeur, Donald, toute son équipe. Et chaleureusement, j'ai vraiment envie qu'on les remercie de nous accueillir. Donc un grand merci à vous. Vraiment. Et donc grâce à toute cette logistique, toute cette réalité matérielle, eh bien, nous allons pouvoir entrer dans l'aspect éthéré des mots, théâtreux, théâtraux. Tiens, c'est une petite distance qu'on pourrait un peu analyser, mais c'est pas prévu. On pourra. Donc Aurélie, étant une personne de qualité, je me suis dit que j'allais pouvoir ouvrir avec quelques chiffres, quelques quantités. Aurélie a de nombreuses casquettes. On a compris que c'est le théâtre d'abord. Et surtout, c'est une maison d'édition. À ce jour, 74 livres, une centaine de titres, 80 auteurs et autrices. Et tout ça en théâtre belge francophone. Ou à rayonnement. Et alors attention, je le dis maintenant et je le rappellerai après. Bientôt, donc une actualité vraiment importante, c'est la question qui fauche au Théâtre des Riches-Clairs en avril, qui justement rassemble les 4 casquettes artistiques qu'Aurélie va vous présenter ce soir. Est-ce que je te donne tout de suite la parole ? Oui. On est parti, merci. Je vais me joindre d'abord au remerciement de Tito Dupré qui remplace Delphine Fraissinet, qui est libraire et qui est aussi une personne de qualité, puisqu'il n'est pas que libraire, il est également professeur et modérateur. Donc des remerciements chaleureux à toute la maison de la Francité, et j'ai un petit remerciement particulier à Angélique Burnotte qui vend mes livres ce soir, donc merci à elle. Merci à vous tous qui êtes venus malgré la tempête, donc les guerriers sont là. Voilà, alors cette séance se déroulera en 3 temps. Un temps pour la parole, 25 minutes. Un temps pour un petit jeu basé sur les 12 travaux d'Astérix, 20 minutes. Et puis le temps des questions-réponses qui n'excédera jamais 45 minutes. Bonsoir donc, je suis Aurélie Vautrin-Ledan. Je viens du sud-ouest de la France, l'Aquitaine. Je suis comédienne, metteur en scène, autrice et éditrice. Je fais du théâtre depuis 30 ans cette année. Pour les personnes qui sont en train de calculer rapidement, je vais vous faire gagner du temps. J'ai 43 ans dans un mois. Cette conférence est donc pour moi l'occasion, d'une part, de célébrer le temps qui passe, d'autre part, de vous signifier que c'est la première fois que je me prête à l'exercice d'une conférence, puisque c'est le mot, aussi pompeux soit-il. C'est donc une véritable gageure pour moi, et à titre liminaire et en guise de prérequis, je dois vous raconter une histoire toute courte. Un jour, un ami me dit « C'est plus facile de discuter avec toi quand tu as déjà écrit, donc quand on lit mes livres, plutôt que quand tu discutes. Car quand tu discutes... Attends, je me perds. Plutôt que quand tu discutes, car tu as déjà trouvé tes mots quand on lit tes livres. En effet, cela ressemblerait à une tautologie, s'il n'avait pas seulement un peu raison. Et pas qu'un peu, en public je perds mes mots, je bégaye, je perds mes idées. J'ai donc écrit ma conférence entièrement. Pour 2 raisons, dont l'une est plus évidente que l'autre. Vous épargnez une soirée interminable, premièrement. Et deuxièmement, vous épargnez ce qui pourrait s'apparenter à un faux questionnaire à choix multiples, auquel vous seriez tenté de répondre, si pas par pitié, certainement pour gagner du temps. Depuis que je me suis lancée dans l'édition en 2020, je rencontre beaucoup de gens qui me disent que lire du théâtre est difficile. Je n'avais jamais pris conscience de ça. Moi, je suis tombée dans la marmite, si je puis dire. Je vais donc répondre à une question qu'on ne m'a pas posée, en profitant de cette présente tribune pour le faire. Le théâtre est-il dur à lire ? Eh bien non. Il faut savoir que c'est la lecture de la littérature théâtre qui m'a amenée à lire plus facilement la littérature romanesque. C'est, contrairement à ce qu'on pense, une voie d'accès pour la lecture en général,
qui est bien plus simple que ce qu'on imagine communément. Les textes de théâtre ou textes dramatiques permettent de mettre en perspective une grande diversité de personnalités, de professions, de psychologie, de manières de penser. Ils déploient des enjeux humains, des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir. Ils forcent l'empathie, ils forcent l'ouverture d'esprit, de cœur. Le théâtre, c'est en tout et c'est un tout. C'est essentiellement, et pas que, nous le verrons, du dialogue. C'est une parole directe à une interlocutrice ou un interlocuteur sur scène, et ou une parole directe à un public. C'est donc une parole qui est sans description de paysage, de pensée, de sentiment, à l'exception de quelques didascalies peut-être, évidemment. C'est une parole qui ne donne pas accès à ce qu'il y a autour, aux humeurs, aux pensées, aux sensations, aux décors, aux vêtements. De nouveau, à l'exception de quelques didascalies. Mais contrairement aux romans dans lesquels le narrateur ou la narratrice nous donne accès à tous les détails qui entourent la scène, la séquence, la description, les pensées, au théâtre, on n'a pas ça. On doit donc enquêter. Quand on est metteur, metteuse en scène, comédienne ou comédien, quand on est lectrice ou lecteur, également, on doit enquêter pour savoir ce qui a amené toute une situation ou toute une série de circonstances à faire émerger telle ou telle parole. C'est comme une pointe d'iceberg, la parole, dans le texte dramatique. Un petit exemple. Si j'écris ou que je lis « Je suis heureuse aujourd'hui », au milieu d'une conférence à la Maison de la Francité, pardon, je reprends. Est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'il y a des gens qui tout va bien? Oui. Ok, on peut prendre son temps pour s'installer. Hein. Donc au théâtre, on ne sait pas ce qui entoure cette parole. La couleur en sera différente si on dit « je suis heureuse au milieu d'une conférence à la Maison de la Francité » plutôt que si on place cette phrase dans un contexte d'enterrement. On peut tout à fait imaginer énoncer cette réplique de façon ironique ou en colère. Encore faut-il déployer le spectre des émotions attenantes à cette colère. Ou pourquoi pas, avec sincérité, si on n'aime vraiment pas la personne qui est décédée. Ça arrive. La manière de dire la phrase, donc, sera tout à fait différente. Et ça, ce sera notamment le travail d'un metteur, metteuse en scène, de déterminer les émotions et leur nature précise. Oui, parce qu'il n'y a pas une seule façon de jouer une même émotion, encore varie même d'une personne à l'autre. Nous n'exprimons pas toutes et tous la joie de la même manière, ni la tristesse, etc. La colère passe parfois par le rire ou par un calme glacial, pas nécessairement par la grosse voix. Le texte dramatique est aussi appelé texte à trous, parce que le théâtre est théorisé comme texte à trous, ce n'est pas de moi. Il faut recréer ou créer les trous, les manques. Mais en amont du jeu théâtral se pose la question: comment mettre sur papier cette parole? Comment la consigner? C'est forcément prendre le risque de laisser des vides, des manques, et prendre le risque d'obtenir une écriture lacunaire et laconique. Oui, le théâtre, c'est une parole laconique et lacunaire, même s'il y a beaucoup de dialogue, de blabla, entendons-nous. Et donc, publier du théâtre, ça revient en quelque sorte, selon moi, à publier de la musique. Quand on publie une musique, on transcrit les notes, on essaye de transcrire les intentions, fortissimo, pianissimo, crescendo, décrescendo, etc. L'équivalent de nos didascalies. Mais au final, on ne sait pas ce qui entoure cette musique. Je veux dire, le décor, le lieu, l'ambiance, c'est quoi? Un château, des concerts, des fermes, des manoirs, des préaux d'école, etc. Et Dieu sait que des musiciens peuvent interpréter le même morceau de manière très différente. Eh bien, la parole, c'est pareil. J'entends parfois des gens dire « je voudrais voir cette pièce montée de manière classique ou de manière contemporaine ».
ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce que ce qui est contemporain ou classique, ce sont parfois des formes, des manières de parler, plus que les costumes ou les décors, qui sont essentiellement des symboles ou des signifiants au théâtre. Et puis classique, contemporain, devant Louis XIV, les comédiens jouant Racine et les Atrides de l'Antiquité en costume 17e. C'est quoi? Classique, contemporain, anachronique? Classique et contemporain, c'est aussi une manière déguisée de dire que c'est pour contemporain incompréhensible ou pour classique poussiéreux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Quand on publie du théâtre, il faut donc réinventer la ponctuation, réinventer la prosodie, la versification, les silences, les souffles. Chaque auteur, chaque autrice a sa grammaire de ponctuation personnelle. Et il faut la comprendre. Il faut rentrer dans l'univers de chaque autrice ou auteur. Par exemple, on peut très simplement écrire un long silence pour désigner un long silence en termes de didascalie, noir sur blanc. Mais on peut aussi laisser un grand blanc, un grand espace, qui est tout aussi visuel et qui, à la lecture, va produire une sensation différente. Quand Delphine Fraissinet m'a contactée pour cette conférence, elle m'a proposé le sujet « Le théâtre belge résiste-t-il à l'envahisseur ?» Je lui ai répondu « Mais qui est l'envahisseur ?» Elle me dit c'est une référence à Astérix et les Français seraient potentiellement des envahisseurs. Silence, didascalie. Ou pas. En bonne française, je cogite à une pirouette. Pour gagner du temps, je dis enlevons la connotation négative, tournons cette phrase à la positive pour conserver l'idée d'Astérix. Proposons la notion plus féroce, engagée et positive d'un théâtre irréductible. Et ça me convient mieux. Bon. Donc nous obtenons le théâtre belge est-il un irréductible théâtre? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir à la Maison de la Francité. L'ironie du sort reste la même. Je suis toujours française. Comment je vais parler d'une irréductibilité théâtrale belge, moi qui jusqu'en 2004 ne connaissais pour la Belgique que Maeterlinck et Benoît Poelvoorde? Je dois donc l'avouer, Delphine Fraissinet avait raison. Et il est bien question d'invasion. Et cependant, aussi, d'irréductibilité. J'avais donc aussi un petit peu raison, mais bon, c'est pas le propos. Donc, les choses, tout en se précisant, se sont compliquées. Puisqu'ayant été une envahisseuse, je suis pourtant passée de l'autre côté, et je serais ainsi devenue une irréductible, si on applique la logique. Oui, et je le reformulerai comme étant devenu l'exemple, parmi d'autres, d'un théâtre qui résiste, parmi d'autres. C'est-à-dire que je suis débarquée de France avec en moi, dans mon cœur et mes bagages, des grands textes, des grands noms français. Et après. Mais encore une fois, revenons en arrière. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Et ensuite, existe-t-il un théâtre belge? Et dans le fond, qu'est-ce que c'est être belge? Être belge, selon moi, c'est l'excellence inconsciente, l'autodérision créative et géniale. Ouais. Il y a une excellence en Belgique dont les Belges n'ont, me semble-t-il, pas toujours conscience. C'est ce qui fait leur charme. Mais c'est peut-être ce qui dessert parfois de ne pas croire en soi. Mais je ne jette pas la pierre car Dieu sait combien je sais de quoi je parle. Le théâtre, faut-il le jouer et l'écrire, le dire, le lire, le programmer, le publier et surtout le regarder et l'écouter? Peut-on jouer ce que l'on n'est pas? Peut-on écrire ce que l'on n'est pas? Je laisse temporairement ces questions en suspens, je vous invite à y réfléchir, nous y reviendrons. Le théâtre est là pour valoriser des fragilités. Il est irréductible par nature, par essence, par l'étoffe dont il est tissé. Il est irréductible parce que le théâtre existe depuis que l'humain existe, depuis que l'humain peut jouer avec ses mains, avec des ombres, avec des borborigmes. Le théâtre existera toujours, le théâtre d'objets, de marionnettes, de mots, d'alexandrins, de corps, de mimes, de gestus, de masques, de chants. Le théâtre vient du mot grec théatron, le lieu où l'on regarde. Cette simple étymologie, quand j'étais à la Sorbonne, a éclairé toute ma manière de voir le théâtre sous un jour nouveau. D'ailleurs, en anglais, ne dit-on pas le show pour désigner le spectacle?
l'endroit où l'on regarde, du verbe to show, regarder. Il existe d'ailleurs des expressions construites autour de ce mot. Le théâtre de mes sentiments, le théâtre d'un drame, le théâtre d'une situation catastrophique, le théâtre de la stib qui a bloqué les gens pour venir ce soir. On utilise donc bien dans le langage courant le mot théâtre comme le lieu où il se passe quelque chose et le lieu où l'on regarde. Il n'est donc pas nécessairement lié à la parole. Il peut être une distorsion du temps, de l'espace-temps. Parfois on regarde un mime, parfois on regarde là où quelqu'un regarde. Bon, ben là ça n'a pas marché. Mais... Partant de ce postulat, qui peut définir, qui peut décider que tel ou tel texte est un texte de théâtre? C'est pourtant ce que j'entends souvent aujourd'hui. Ceci, c'est du théâtre. Ceci n'est pas du théâtre. Des limites partout, des frontières, des cases. Là où moi je vois des horizons, de la liberté. Le théâtre, c'est un miroir. C'est le miroir de nous, de vous. C'est la possibilité de se comprendre, de s'appréhender soi-même. Les humains, l'humanité, est la seule espèce qui se raconte des histoires. Elle ne peut appréhender la réalité qu'en la mettant face à elle, et ceci est vital. Par exemple, l'univers, la taille des planètes et du Soleil ne se perçoivent qu'à une échelle qu'on peut réaliser avec des balles de ping-pong, de tennis et des ballons. Vous avez compris, sans ça, l'esprit ne réalise pas. Nous sommes également la seule espèce qui communique par des mots, en tout cas de ce qu'on sait. Maintenant vient une question et non des moindres, donc je la repose. Qu'est-ce que c'est que le théâtre belge? Merci Delphine Fraissinet pour cette question. Et en fait, non. En vient cette autre question sous-jacente. De nouveau, qu'est-ce que c'est qu'être belge? Je tourne autour. On sait bien que ce n'est pas le fait d'une langue, puisqu'en Belgique, on en a 3, même sans compter les patois wallons et flamands, et 4 langues en Suisse. Être belge, c'est vivre une géographie, un climat, je ne sais pas. C'est peut-être être uni autour d'un désaccord, et forcément d'un compromis. Mais être belge, c'est, j'en suis convaincue, parler avec franchise. Je m'explique. Ceci n'est pas une allégorie. Quand je suis arrivée en Belgique il y a 20 ans, en 2004, pour mon premier jour au Conservatoire de Bruxelles, on m'a demandé si je cocotais. Il faut savoir qu'en France, cocoter, ça veut dire puer. En Belgique, cocoter, c'est être en colocation. J'ai évidemment été très surprise, pour ne pas dire choquée, qu'on trouve, dès mon premier jour au Conservatoire, que je sente si fort. J'ai répondu timidement et pétrifiée, je sais pas. Et je me suis demandé si être belge, ce n'était pas parler avec franchise. Mais on pourrait en faire cette conclusion allégorique et rigolote qui est que être belge, c'est peut-être changer d'odeur. Cette image, outre l'aspect ludique qu'elle véhicule, recouvre beaucoup plus sérieusement le fait de changer ses sens, ses repères. Changer de pays, c'est changer de repères. Faire du théâtre belge, ce serait donc, et cela n'engage que moi de nouveau, changer de repères, même si de prime abord, il y a beaucoup de points communs entre certaines parties de la Belgique et certaines parties de la France, et le théâtre d'un pays et le théâtre d'un autre pays. D'ailleurs, le théâtre par nature est un langage universel. On y revient. Qu'est-ce que c'est faire du théâtre belge? C'est peut-être partir d'une racine commune, mais changer de point de vue. C'est un point de vue, pas le seul, jamais exhaustif. Je repasse à nouveau, pour mon approche théâtrale belge, par la maison d'édition des Oiseaux de Nuit, qui est la plus emblématique de mon travail, ici en Belgique. Emblématique parce que éditer du théâtre, ça signifie avoir une vision globale d'un paysage culturel théâtral. Avoir une vision globale de ce qu'est le théâtre tout court. Pouvoir lire et sélectionner des textes en fonction d'une ligne éditoriale stricte. Plus encore qu'en fonction de goûts personnels ou de notions de qualité qui sont en soi très vagues et très subjectifs.
Très vite, la maison a pris forme, peut-être me donnant à moi-même d'abord le vertige. Mais je véhicule et tisse dans cette maison un esprit d'équipe immense et fédérateur. Je crée des liens entre les auteurisses, qui sont parfois comédiennes, comédiens, metteurs et metteuses en scène, ou parfois qui viennent de l'extérieur du monde du théâtre. Je crée des liens donc entre ces textes qui sont mis en lumière, leurs créateurs, leurs créatrices, puis les personnes qui entourent tout ce travail. Donc, la personne qui gère le stock, notre graphiste, la personne qui gère le site web, la personne qui est conseillère générale et conseillère juridique, la personne qui s'occupe d'Instagram, la personne qui gère la comptabilité, notre imprimeur, notre conseil d'administration, etc., etc. Tout le monde est au courant presque de tout. Ainsi, tout le monde travaille avec un objectif plus grand que son propre horizon, comme les balles et les planètes. Tout le monde comprend ce qui se passe, dans l'ombre, dans les rouages, dans ce qui n'est pas forcément visible, dans le dessous de l'iceberg. Ça crée une émulation et un travail plus humain, plus généreux et investi. Parallèlement, je parviens à conserver une pratique théâtrale vivante et créative, vivante par opposition à l'art figé, la photo, le cinéma. Donc pratique vivante, c'est-à-dire jeu, mise en scène, écriture. Oui, l'écriture est vivante jusqu'à ce qu'elle soit consignée sur papier. Mais tout cela est au prix d'immenses efforts et sacrifices. Cependant, c'est pour moi complémentaire, donc indispensable, de faire du théâtre, que ce soit en le jouant, en le dirigeant, en l'écrivant, en le regardant, en le publiant. Chaque facette de cette profession, le théâtre, c'est pour moi une profession, concourt à créer un grand tout dans mon parcours. Chaque facette alimente les autres, et il me semblerait aujourd'hui impossible de faire l'un sans l'autre. La diversité est mon moteur. On m'a déjà demandé si je publie en fonction d'un éclectisme volontaire, d'une diversité volontaire. Je peux vous répondre, si la question allait émerger, que non. La diversité est naturelle. J'ai une ligne éditoriale, un tronc solide qui réunit toutes sortes d'écritures et de caractères, pour autant qu'il y ait cette force commune que sont l'engagement, le didactisme, l'apprentissage, la volonté de transmission, de lien, la volonté de trouver une nouvelle langue, une nouvelle poésie, une identité rythmique, et la volonté de faire rayonner le théâtre belge ou la création belge par-delà les frontières. Dès lors qu'on remplit tous ces critères qui sont très stricts au demeurant, le théâtre c'est une niche, il résulte de ces choix une grande diversité dans la maison d'édition. Il y a des personnes d'âge et d'origine et de styles différents. Ça, c'est l'aboutissement, pas le point de départ. Ce n'est pas mon objectif, mais bon, il se trouve que ça s'accommode assez bien avec l'air du temps. Ensuite, voyons le lien entre la France et la Belgique. Elles sont, selon mon expérience, complémentaires. Il y a en Belgique une volonté de ne pas se prendre au sérieux. Et quand j'ai découvert ça, j'en ai été bouleversée, d'autant plus que 24 heures auparavant, j'avais juré que je ne viendrais jamais vivre ici. Bouleversée parce qu'en France, on se prend vraiment beaucoup au sérieux. En revanche, en France, on a un goût pour la revendication qui n'est pas piqué des verres, mais qui a ses avantages. On n'a pas peur des pièces de théâtre qui durent plusieurs heures, voire des demi-journées, voire plus. Ce qui fait que ces deux aspects se trouvent naturellement mis en valeur dans le travail éditorial que j'accomplis. Je n'ai pas eu peur de déployer un grand nombre de publications très vite au démarrage, en 2020, sans me prendre jamais au sérieux. Et de toute façon, même si j'étais tentée de me prendre au sérieux, avec la mère que j'ai, c'est pas possible. Mais heureusement, elle n'est pas là ce soir. Publier du théâtre, c'est prendre en considération l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, il faut la définir. Elle est utilisée à tout va, et un peu de façon atrophiée. L'écriture inclusive n'est pas seulement celle qui englobe la notion de point médian. C'est également des mots épicènes, des mots masculins et féminins à la fois, tels que artiste par exemple. C'est une écriture qui n'invisibilise pas, qui valorise. Le point médian est souvent considéré à tort comme étant à lui seul l'écriture inclusive. Or, il n'en représente qu'une partie et il ne constitue rien d'autre qu'une abréviation. Il ne doit pas être utilisé dans les documents officiels ni les livres d'apprentissage. Le point médian uniquement. Mais la totalité de la contraction, si, par exemple, il faut prendre le temps d'écrire le masculin et le féminin ou ordre inversé, féminin-masculin.
Le point médian, je l'ai déjà trouvé à plusieurs reprises dans 3 des textes que j'ai publiés, pourtant. Mais dans ces cas précisément, il s'agit de poétique et de musicalité. Il s'agit de ludique, de clin d'yeux. Et uniquement si elle se trouve dans une pièce qui est écrite et choisie en conscience. Donc ce point médian a été écrit en conscience. L'écriture inclusive est également, j'en ai la conviction, un chemin de pensée qui est en train de nous amener ailleurs, une voie de réflexion en mutation qui n'est pas encore un aboutissement. La langue est politique, et valoriser dans l'écrit des personnes ou des minorités qui ne l'étaient pas, c'est ouvrir le champ de nos visions intérieures. Modifier l'écriture, c'est modifier le concret, le quotidien, la politique. Le théâtre, par la langue, est politique. Le théâtre est un acte de résistance et c'est un engagement. À commencer par le fait que c'est 8 à 10 années d'études. Contrairement à pas mal d'idées reçues, c'est un art difficile, c'est un métier à part entière. Digression sur l'engagement, même une comédie légère qui nous invite à l'évasion et à l'arrêt dans le temps est une réaction de résistance, car le rire, c'est ce qu'on supprime en premier en cas de montée des extrêmes ou de tyrannie. On dit donc parfois que le théâtre n'est pas un vrai métier, qu'il est inessentiel, et cependant il éduque, il tisse des liens. Le théâtre permet la communication, il facilite l'éducation. J'ai appris toute l'histoire des reines et des rois d'Angleterre depuis le roi Jean grâce à Shakespeare. Il permet la transmission, il développe l'aisance avec son corps, en équipe, avec les autres. Le théâtre permet de lire, il permet d'ouvrir son cœur et son esprit au monde, aux autres, encore et toujours. Le théâtre, d'un point de vue purement économique, crée de l'emploi. Les métiers du théâtre sont parfois peu connus, mais ils sont nombreux, évidemment. Moins avec la baisse des budgets culture, mais ça c'est autre chose. Mais autour d'un spectacle, il y a tous les artistes créateurs et créatrices, tous les artistes techniciennes et techniciens, toute l'administration, toutes les personnes chargées de la communication, de la production, de l'administration. Ça, je l'ai déjà dit. Mais l'administration, c'est important. Réduire l'art vivant à quelque chose d'inessentiel, c'est soit une méconnaissance complète du métier, puisqu'il s'agit d'un métier, et c'est une inconscience totale, soit, et je préfère ne pas l'envisager, une manière consciente de freiner le développement de l'esprit critique. Esprit critique étant l'expression la plus adéquate pour englober le spectre large de tout ce qui stimule l'éveil. Le théâtre dépend presque essentiellement des pouvoirs publics et de l'argent public. Il dépend donc de dossiers, de commissions. Si ces commissions décident de ne pas attribuer de subventions à tel ou tel projet, ce projet tout entier décline ou peut décliner. Et cependant, sa qualité n'en est pas nécessairement moindre. Le théâtre est un art fragile, qui peut proposer le pire comme le meilleur. La gravité de cela réside dans le fait que le pire a le droit d'exister. Aussi parce qu'il permet le meilleur. Mais le pire invite les gens parfois à ne plus vouloir jamais retourner au théâtre, du moins avant longtemps. C'est une relation vivante, c'est ainsi. J'ai parfois vu des spectacles épouvantables et si je ne savais pas de quoi est capable réellement le théâtre dans ces moments de grâce les plus exceptionnels, je n'y serais jamais retournée. Je comprends que certaines personnes en soient distantes, voire dégoûtées. Créer des spectacles, c'est aussi traverser des gouffres d'incertitude dans tous les domaines de la création théâtrale. C'est une impression de s'effondrer à chaque fois, vertige. Tout est toujours à recommencer. Il faut repartir de zéro, non pas il faut, mais on y est contraint par l'essence même de la profession de création vivante. Il faut remettre les compteurs à zéro, non en fait c'est pire, les compteurs se remettent à zéro tout seuls. Et c'est terrifiant. Et pourtant, on le fait. Car faire du théâtre, c'est se sauver, c'est sauver des vies. Parce qu'il est parole et corps, parce qu'il est généreux, le théâtre. Le théâtre est un lieu de liberté où tout est possible, car au théâtre, le mot suffit à faire exister les univers. Si je dis « je suis actuellement en maillot de bain aux îles Fidji avec un cocktail de fruits pressés et colorés »,
Tout le monde ici dans la salle vient de faire instantanément un court voyage express à la vitesse de la lumière, plus à la vitesse de la pensée. Tout le monde est au Fidji, là. C'est un pouvoir immense dont dispose le théâtre, et c'est parfois ce pouvoir qui peut faire peur. Serait-ce peut-être pour cela qu'on le catégorise en période pandémique d'inessentiel. Enfin, last but not least, qu'est-ce qu'être irréductible ? Qu'est-ce que c'est que la résistance ? On y revient. Qu'est-ce que c'est que résister ? Ça peut prendre différentes formes et différents fonds. Le théâtre dénonce. Mais faire du théâtre est si difficile que c'est par essence même une résistance. Je fais du théâtre depuis 30 ans. Je vois en moyenne 3 à 6 spectacles par semaine depuis 30 ans, soit une moyenne de 4 spectacles par semaine, 4 fois par mois, 12 mois par an, ce qui fait environ 5760 spectacles d'art vivant, dont au moins les 3/4 sont du théâtre. J'ai joué dans une quinzaine de spectacles, mis en scène une petite dizaine de spectacles, écrit et publié une dizaine de textes, créé une maison d'édition contenant 74 livres pour une centaine de titres, créé et dirigé un festival pluridisciplinaire, donné des cours de théâtre, des ateliers d'écriture, toujours, ou presque, avec des budgets de pacotille, avec du cœur, de l'eau fraîche et un peu de bière ou du vin parfois. La résistance, c'est un peu ça. C'est continuer à lire, à se cultiver, à aller voir des spectacles, à créer, à transmettre. C'est ma petite manière à moi de contribuer à la paix et à l'éducation. C'est ma goutte d'eau, c'est ce que je sais faire. L'irréductibilité, c'est aussi se relever. Il y a ce proverbe célèbre, tomber 7 fois, se relever 8. Eh bien, faire du théâtre, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Un miroir de nos sociétés, de nous. Qu'est-ce que c'est que le miroir ? Qu'est-ce que c'est que se voir soi ? Est-ce que voir une pièce de théâtre est une expérience à part entière ? C'est voir l'autre, c'est se remettre en question, c'est vivre, partager, rire. À quoi sert le théâtre en 2023 ? Me revient en résonance cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être belge ? Il y a un mois, Bruno Coppens disait ici même « Les Français ont de la dérision, les Belges ont l'autodérision ». Ça m'est apparu comme une évidence. D'autre part, récemment, une amie qui est présente ce soir me dit « Les Belges ne sont pas des révoltés, les Français sont des révoltés ». C'est peut-être ça aussi, la différence entre la France et la Belgique. Et il y a du bon et du mauvais dans la dérision et dans l'autodérision, et dans la révolte et dans la retenue. Comment les réconcilier ? Comment les concilier ? Comment peindre et tricoter avec ces deux couleurs, avec ces deux fils que sont la France et la Belgique ? En conclusion, si le théâtre belge est irréductible, s'il l'est, c'est parce que le théâtre l'est. Cette observation n'appartient qu'à moi. Partout où il y a du théâtre, partout où il y a du théâtre, il y a de la résistance. Il y a quelque chose d'irréductible et qui ne meurt pas. Parce que la langue est un outil, parce que le corps est un pinceau. Mais en Belgique, quand on fait du théâtre, on résiste sans se prendre au sérieux. Ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas donc si le théâtre belge est irréductible. Je ne sais pas si en tant que Française, je suis l'envahisseur, mais ce qui est sûr, c'est que je suis envahie de l'intérieur par le théâtre belge et j'en fais ma résistance. Et en tant que Française, j'ai beaucoup de plaisir à diffuser cette irréductibilité à l'étranger, notamment par l'édition, puisque diffuser un livre, somme toute, est plus facile que diffuser un spectacle. Donc, en diffusant du théâtre édité, j'ai concilié toutes mes amours, de part et d'autre des planches, de part et d'autre de la frontière. Je suis 50% envahisseuse, 50% irréductible. Mais dans quel sens ? Tout se mélange. Et la mathématique devient relative. Mais là, je deviens un peu trop sérieuse. Donc, c'est le moment où on va faire un petit jeu. Alors, pour la résistance et pour l'évocation Astérix, je me suis basée sur les 12 travaux d'Astérix.
Non, 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 j'ai besoin d'aller là-bas. Besoin de l'eau? Tout va bien en fait. Non, non, j'ai besoin de tout. De ça aussi? Oui. Alors, on va... Je suis complètement sorti de mon rôle de potiche, excusez-moi. Attends. Donc, les 12 travaux d'Astérix, je me suis dit que c'était pas mal pour rejoindre le thème proposé par Delphine. Donc, il y a 4 de mes casquettes, la 1, la 2, la 3, la 4. Tito va nous lire les 12 travaux d'Astérix un par un, puis il va désigner sauvagement une personne dans l'assemblée pour dire un numéro. Moi, je raconterai une anecdote correspondante. Si par exemple, on va le faire, hein, vous allez comprendre. Voilà. Donc j'ai 48 anecdotes, mais je vais n'en dire que 12. Bien, premier travail d'Astérix. Battre Mérinos à la course. Le champion olympique, suivi par Astérix, aidé de la potion magique bien sûr, accélère, se transforme en fusée, passe le mur du son et s'assomme contre un pommier. Jeune homme, quel numéro choisissez-vous? Alors... Oui, donc je suis partie du principe que grâce à la potion magique, on va plus vite. Donc j'ai transposé la potion magique en quelque chose qui stimule. Et donc, en juin 2021, j'ai dû finir d'écrire ma réécriture d'Othello. Alors, le dernier tiers, je l'ai fini en une nuit parce que j'avais des contraintes extérieures qui sont complexes. Mais ça m'a motivée, donc j'ai fini d'écrire cette pièce en une nuit. Donc, potion magique. Le livre est disponible à l'entrée pour ceux qui ne l'ont pas. Deuxième travail d'Astérix, lancer le javelot plus loin que qu'Hermès le Perse. Celui-ci a un bras droit démesuré. Il lance le javelot jusqu'en Amérique, mais Obélix, sans effort apparent, lance son javelot si loin qu'il fait le tour de la terre, arrive dans le dos du Perse qui le poursuit. Au passage, on peut remarquer la présence d'Umpapa dans le camp amérindien. Madame, un chiffre de 1 à 4, s'il vous plaît. Ah, chouette. Alors, avec la maison d'édition et avec la complicité des auteurs et des autrices, donc j'ai assimilé cette épreuve comme étant quelque chose qui va loin et qui nous revient en bonus. On a des livres qui sont aujourd'hui disponibles au Liban, au Canada, en Albanie, en Allemagne, en Italie, en Pologne. Donc ça, c'est un super cadeau. On a des javelots, quoi. Mais c'est aussi avec l'aide des auteurs, hein. C'est pas moi qui fais tout. Et le javelot n'a pas encore planté dans la terre. Il continue de tourner. Troisième travail d'Astérix, vaincre Cylindrique le Germain lors d'un combat. Cylindrique le Germain est un expert des arts martiaux, et principalement en judo, qui est pourtant un anachronisme puisque le judo a été inventé en 1882. C'est un homme petit, plus petit qu'Astérix. Il est vêtu d'un judogi. Cylindrique se sert de la force d'Obélix, qui veut en finir rapidement d'ailleurs, et de sa susceptibilité sur sa grosseur, sur son poids, pour l'envoyer sur les bords de l'arène et le battre. Astérix, lui, il préfère utiliser la ruse. Cylindrique lui enseigne à sa demande une technique et finit par faire un nœud avec ses mains et ses jambes. À toi. Oui. Alors, numéro 3. Ah, oui, donc je suis partie du principe que une personne qui m'avait appris un art m'a permis de le battre le jour où j'ai été défiée par cette personne. Donc j'ai un jour côtoyé un auteur très célèbre dont je ne peux pas citer le nom, puisque n'ayant pas de preuves, ça s'apparenterait à de la diffamation. Mais cette personne me dit « Ne montre jamais tes écrits à personne ». Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'il me demande mes premiers textes. J'ai refusé de les lui montrer. Et à juste titre, j'ai appris après qu'effectivement, il y avait énormément, enfin, il y a 60% de son œuvre qui est du plagiat. Donc, il m'avait dit ne montre jamais tes textes à personne. Et puis, j'ai bien mis ça en application. Donc, je ne lui ai jamais montré mes textes.
Il n'est pas belge. Et donc son nom c'est Tito Dupré. Non. Quatrième travail, affronter les prêtresses de l'île du plaisir. Ah, ça c'est ma partie préférée. Les deux héros doivent traverser un lac qui possède en son centre une île enchanteresse. Cette île, habitée par les prêtresses du plaisir, contient tout ce qu'un homme peut vouloir. Déjà, alors là, je suis déjà dépassé. Excepté des sangliers. Et c'est grâce à ce manque qu'Obélix retrouve ses esprits et empêche Astérix de tomber pour toujours dans les mains des prêtresses du plaisir. Alors, un chiffre de 1 à 4 pour notre caméraman. Merci. Merci. Alors là, je suis partie du principe qu'un élément concret nous ramenait d'une rêvasserie qui pouvait nous perdre. Donc j'ai été une fois en contact avec un cabinet de propriété intellectuelle de renom qui est en dehors de Bruxelles et qui m'a apporté énormément de bonnes choses, d'informations, jusqu'au moment où il me dit alors accrochez-vous, il faut savoir que quand une œuvre est publiée, si elle est jouée, il y a 5% des droits qui reviennent à la maison d'édition. Et il me jure par les grands dieux que c'est 50%. Donc là, ouais. C'est pas la même chose en fait. Et non, comme il est juriste, il arrive avec son poids juridique. Et donc, sauf que je connaissais la vraie réponse pour plusieurs raisons. Avoir été publié, enfin voilà, j'avais la réponse. Et j'étais, même avec tout son actif juridique, il n'a pas réussi à m'ébranler. Donc je l'ai regardé et j'ai dit, mais en fait, vous n'avez jamais travaillé dans le théâtre. Et il m'a regardé, il me fait, ben non. Et donc j'ai rempilé mes dossiers et je suis partie. Voilà. Je suis sortie de l'île au plaisir. Oui, ben ça aurait pu foutre toute la maison d'édition en l'air, ce genre de conseil. Ouais. Cinquième travail, soutenir l'insoutenable regard d'Iris, le magicien venu d'Égypte. Iris est une sorte de mage égyptien, il hypnotise les gens et leur fait croire qu'ils deviennent des animaux. Il essaye de transformer Astérix en sanglier. Mais celui-ci le déconcentre constamment et énerve le mage, qui devient confus et finit par croire qu'il est lui-même un sanglier. Madame, un chiffre de 1 à 4. Alors, quand j'étais au conservatoire de Rouen, accrochez-vous, je n'ai pas répondu aux avances de mon vieux professeur. Et je n'ai pas peur de le dire. Il faut savoir qu'il s'est fait piéger par sa propre structure, c'est-à-dire qu'il a mis en place un jury de fin d'études pour éviter d'avoir tout pouvoir sur les élèves. Sans me le dire, il a demandé mon redoublement et il a fait monter toute une commission contre moi. Je n'étais pas au courant, heureusement. Mais le jury extérieur a décrété que sa demande n'avait même pas lieu d'être. Il n'y avait absolument aucune faute dans le travail du quotidien et sur la présentation scénique, il n'y avait rien à dire et je méritais mon passage. Donc, il s'est auto-hypnotisé, donc sa propre structure s'est retournée contre lui. Voilà. Je suis passée en deuxième et là, je lui ai dit « Ah ben non, en fait, je vais à Bruxelles. » Oui, donc ça veut dire que tu as vécu ces zones troubles que les médias relèvent aujourd'hui énormément par rapport au... Énormément. Ouais. J'en ai un bouquin d'anecdotes comme ça. Ouais. Ok. Sixième travail, manger le repas préparé par Manneken Pix, le Belge. Obélix dévore lors de cette épreuve un sanglier avec des frites, une volée d'oies, un troupeau de moutons, une omelette de 8 douzaines d'œufs, un banc entier de poissons, un bœuf, une vache, 2 veaux, parce qu'il ne faut surtout pas séparer les familles, une montagne de caviar avec son petit toast, un chameau, un éléphant fourré aux olives, et Manneken Pix laisse penser que ce n'est que le début. Il dit, avant de passer à la suite, puis la scène se coupe. Bon, je ne vois pas si c'est madame, monsieur. Oui, voilà. Les mitaines, oui, voilà. Monsieur. C'est madame. Ah oui, alors j'ai assimilé ce travail comme étant quelque chose d'impossible à faire ou qu'on me mettait au défi de ne pas pouvoir faire. En mise en scène, j'avais dit que je ferais jaillir la lumière de
l'entièreté du sol dans ma deuxième mise en scène qui est Cerise à l'eau de vie, sans électricité. Il y a un petit malin qui a eu la mauvaise idée de dire c'est pas possible. Alors, je suis allée chercher de la peinture phosphorescente au magasin là-bas. J'ai peinturé une douzaine d'immenses plaques de plastique que j'ai retournées et on a eu un sol qui, à un moment donné, envoyait de la lumière sans électricité. Et ça, c'était un beau moment en plus. Mais oui. Quand on me dit c'est pas possible, en général, ça me motive. Quelle belle mise en scène, quelle belle lumière, quelle bonne idée en fait. Bravo. 7e travail, pénétrer dans l'antre de la bête. Les 2 héros sont témoins, entre autres, d'une partie de tennis jouée avec des crânes, rencontrent des chauves-souris et entrent dans une station de métro parisien, Alésia bien sûr. À la sortie de la caverne, Caius Pupus leur demande « La bête, elle était comment ?» Et Obélix répond alors en se curant les dents « Oh, elle était bonne !» avant de commander un digestif au serveur. Qui souhaite choisir un numéro? Madame la voisine des mitaines? Oui. Ne vous battez pas, vous vous passerez tous. Oui? Le 1 ? Le 1. Alors. Ah oui. Bon, quand on est comédien, l'antre de la bête, c'est à peu près chaque fois qu'on va faire un casting. Là, en l'occurrence, je suis partie pour faire un casting pour un film, pour un second rôle. J'étais terrifiée. La bête, c'est le réalisateur. Et en fait, tout se passe bien. Et j'ai le rôle. Comme ça. J'aurais presque pu gagner cette épreuve. En réalité, gagner, perdre, ça devient flou. Mais au moment où on commence les premières lectures du scénar avec les comédiens, tout était bénévole, mais c'est quelque chose que j'avais accepté. Par contre, j'apprends qu'il n'y a pas d'assurance. Donc là, j'ai dit, non. Donc là, je suis partie. Voilà. Ah oui. Donc oui, une assurance sur un long métrage. Un court métrage, ça va encore, mais un long métrage sans assurance, voilà. Mais est-ce que c'est seulement permis? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais il l'a fait. Et puis un second rôle, là, il y avait 28 jours de boulot gratuit sans assurance. C'était vraiment... Donc voilà la bête. C'est beaucoup d'inconfort et de risque, on est bien d'accord. 8e travail, obtenir le laissez-passer A38 dans la maison qui rend fou. Ah, une dame d'expérience là. C'est un bâtiment bureaucratique de plusieurs étages où le personnel totalement fou redirige Astérix et Obélix d'un bureau à l'autre afin de réunir la totalité des formulaires nécessaires pour obtenir le A38. Astérix les prend à leur propre jeu en demandant un formulaire imaginaire, le A39, selon une circulaire qui l'est tout autant. Tout le personnel se met en quête du nouveau formulaire, causant le désarroi dans le bâtiment. Finalement, le formulaire A38 lui est donné gracieusement afin de faire partir et retrouver le désordre dans les bureaux. Tout le monde voit très bien ce dont il s'agit là, il n'y a pas de doute. Alors un numéro de 1 à 4, s'il vous plaît. Eh bien, oui, madame, tout au fond, qui vend les livres. 4. Ah, merci. Donc on a tous connu au moins une maison qui rend fou. Ici, si je vous racontais l'anecdote 4 en temps réel, on ne serait pas parti demain matin. Je vais juste vous dire que ça m'a pris presque 2 ans pour établir des circuits et rétablir les mails entre divers organismes de captation de droits de représentation que sont la SELF, la SACD, la SABAM, etc. Tout ça passé par des systèmes de conseil entre-temps. C'est un résumé qui... C'est inexplicable ce qui s'est passé. Mais voilà, on en voit le bout. Un jour, on en voit le bout. Voilà. Tiens, à ce propos, est-ce que le belge et le français ont administrativement des accointances ou des différences? Oui. On a combien de temps? Déjà, voilà, c'est juste la question, ça. Oui, c'est pire chez nous ou pire là-bas? C'est relié, c'est pire les deux. L'un est pire de l'autre. C'est pire les deux et ils sont liés parce qu'en fait il y a une SACD française, une SACD belgique qui sont sœurs
mais qui sont toutes les deux dépendantes d'une Self, une Self qui est une société équivalente au droit d'auteur, mais pour les éditeurs, qui est un incontournable, mais on avait oublié de me le dire au début. Donc ça complique tout quand on passe une année complète à établir des circuits sur base d'informations erronées. C'est plus brouillon qu'autre chose. Mais cette société, en fait, je suis dépendante d'une société française malgré tout, même en Belgique. Eh oui. Et tout ça sans prendre en considération la SABAM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autre association de droit d'auteur, mais qui fait aussi le travail de la Self à Paris. Mais du coup, ils ne rentrent pas en concurrence avec la Self, donc ils ne veulent pas le faire. Donc, enfin, Tu pourrais pas en fait essayer de toucher 2 fois, c'est-à-dire je vais engager Tito. Voilà. Donc voilà. Merci pour le numéro 4. 9e des 12 travaux d'Astérix. Traverser un ravin sur un fil invisible au-dessus des crocodiles du Nil. Arrivés au milieu du fil, les 2 héros choisissent finalement de se laisser tomber et d'affronter les crocodiles, les laissant se balancer stupéfaits sur le fil invisible. Un chiffre de 1 à 4, s'il vous plaît. J'écoute. 1. Merci, madame. Merci. Alors, j'ai écrit et joué et chanté des chansons qui pour moi sont liées au travail d'interprétation scénique, donc de comédien. C'était en 2016 et ce premier concert, j'avais l'impression d'être au-dessus d'un ravin, en fait. C'est une sensation impressionnante qui s'est terminée par beaucoup de plaisir et ouais, j'ai un peu fait sauter les crocodiles, en fait. Mais je dis pas que j'aurais préféré, mais être au-dessus d'un ravin, ça. Mais le théâtre est vertigineux de toute façon. C'est pas un de ses buts justement dans cette relation publique de créer un vertige. Excellente question. Méditons. 10e travail des 12 travaux d'Astérix. Escalader la plus haute montagne et répondre à l'énigme du vénérable du sommet. Après une escalade difficile, le vénérable du sommet défie Astérix de trouver, les yeux bandés, quelle pile de linge a été lavée avec Olympe, la lessive des dieux qui rend le linge doux et souple, dans une parodie de publicité pour la lessive. Un chiffre de 1 à 4, s'il vous plaît. Le 1. Merci, madame. Merci. Alors, j'ai retenu de ce travail l'allégorie de monter une montagne difficile, froide. J'ai pas tellement retenu la lessive, en fait, parce que ça, on le fait tous les jours. En 2003-2004, j'ai jonglé entre mes études de 3e à la Sorbonne à Paris et ma première année de conservatoire à Rouen. C'était grimper une montagne. Surtout que j'avais 2h30 de train le matin et 2h30 de train le soir. Ça a duré une année. Je m'en souviens. Bien. C'était ma montagne. Et la SNCF te remercie. 11e travail sur les 12, dormir sur la plaine avec une armée de fantômes. La plaine est hantée par les fantômes des légionnaires romains tombés au combat. Ce n'est pas un endroit propice au repos, bien sûr. Obélix essaye de les combattre, mais il est impossible de blesser des fantômes. Astérix, réveillé par l'agitation, leur fait une scène de voisinage typique pour tapage nocturne. Vous savez l'heure qu'il est ? Ce qui finit par leur faire peur. Un chiffre de 1 à 4, s'il vous plaît. Le 2. Merci, le 2. Bon, ça c'est une épreuve difficile parce que travailler avec ces fantômes, c'est pas simple. Donc il n'y a aucune des 4 anecdotes qui est vraiment très, très heureuse. Donc la 3, la 2, je sais plus. 2. Oui. C'est quand j'ai mis en scène Cerise à l'eau de vie. Je l'ai écrit en 2008-2009 et je l'ai mis en scène en 2014. Il s'est passé 6 ans entre les deux. Et quand on met en scène quelque chose qu'on a écrit 6 ans auparavant, quand on écrit, on expulse. Quand on met en scène, on plonge dedans. Donc j'ai plongé dans un truc que j'ai expulsé 6 ans auparavant, avec énormément d'éléments autobiographiques dissimulés, mais que moi je connaissais.
Donc là, j'ai travaillé avec mes fantômes. Ça, c'est quelque chose. Voilà. J'ai pas de regrets, mais c'est une épreuve. Et au contraire, je suis contente de l'avoir fait, mais c'est quelque chose, et les gens ne s'en rendent pas compte forcément parce que tout est caché, voilà, par des noms changés, des lieux changés. Mais ça, j'ai bossé avec mes fantômes, ouais. Et est-ce que les acteurs, dans ces moments-là, ne figurent-ils pas eux-mêmes les fantômes dont tu parles ? Ben, il faut être bien accroché pour faire la différence. En l'occurrence, à cette période-là, j'étais bien accrochée et j'ai bien fait la différence. Mais c'est vrai que si on va un petit peu mal, on peut vite prendre tel ou tel comédien pour une personne proche qu'on a connue. Or, moi, en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais c'est des métiers où il faut être bien dans la terre. Hein. Ouais. Oui, le théâtre est un métier d'incarnation. Et enfin, le 12e travail, participer au jeu du cirque Maxime. Au réveil, les deux héros se retrouvent dans la ville de Rome avec leurs compagnons de leur village afin de combattre dans l'arène. Après avoir vaincu les gladiateurs, grâce à la potion de Panoramix bien sûr, les Gaulois transforment le cirque Maximus en cirque moderne grâce aux fauves. Et une dernière personne prend un chiffre de 1 à 4. Madame tout au fond, qui doit se lever à 4 heures du matin. Eh bien, on va dire le 4, parce que c'était en prémisse de... Le 4. Alors, venir au jeu du cirque et transformer les fauves en chatons. C'est venir à une conférence à la Maison de la Francité, dompter ses peurs et en faire un jeu. Voilà. Eh bien, nous avons eu l'acte 1, nous avons eu l'acte 2. Je vous propose l'acte 3, à savoir d'éventuelles questions, réactions, commentaires, suggestions, envies. Nous vous écoutons, enfin Aurélie vous écoute. Monsieur. Dans le micro, qu'est-ce qui t'a conduit à passer de comédienne à éditeur? C'est parce que c'est le désir d'être à l'origine de la découverte d'un texte qui n'existe pas, et qu'est-ce qui fait bifurquer les choses? Comment on passe de comédien à éditeur? C'est une excellente question. Il se trouve que j'ai mis l'arrivée de ces casquettes dans ma vie de façon chronologique, donc c'est le 4 est là. Alors peut-être la chronologie aide. C'est-à-dire que si j'avais pas écrit et mis en scène, je serais pas arrivée à cette case-là. Du coup, pour répondre à ça, je suis obligée de répondre à ça. Donc pourquoi j'ai commencé à écrire, et du coup pourquoi j'ai commencé à mettre en scène. Alors c'est très étrange, mais ça vient de frustration en fait. J'ai jamais assez. Donc en sortant du conservatoire, j'avais pas assez. J'ai commencé à mettre en scène parce que je débordais quoi, de tous les côtés. Donc j'ai commencé à mettre en scène et ça m'a plu. Et je me suis dit, je ne veux plus le faire par frustration puisque ça me plaît vraiment. Mais c'était de nouveau pas assez. Les événements ont fait que j'ai commencé à écrire parce que ça débordait de tous les côtés. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis voilà, de nouveau, j'ai encore été frustrée. J'avais toujours pas assez. Donc j'ai commencé à faire de l'édition. Voilà. Et ça donne beaucoup de liberté l'édition parce que on n'est plus tributaire d'une programmation théâtrale qui se fait 2 ou 3 ans en avance. Donc on est paralysé si on n'est pas dedans. Donc on peut tout d'un coup rêver à une publication, moyennant budget évidemment, à court terme. Voilà. Et valoriser quelqu'un aussi. Ça me plaît beaucoup. Puisqu'il s'agit, quand on est éditeur, de ne pas se mettre en valeur, mais de valoriser quelqu'un d'autre. Alors c'est pas moi le psy, donc ça j'ai pas de réponse, mais en tout cas ça me plaît. Voilà. Je sais pas si ça répond suffisamment. Oui madame. Est-ce qu'il y a un numéro 5 après? J'espère. Que vous allez un jour en avoir assez. Voilà. Oui, j'espère. J'ai un projet, oui. J'ai un projet numéro 5. Okay. Bonne chance. Merci. Et
Et on peut avoir un scoop là ou on doit juste rester sur notre fin? Déjà qu'on n'a pas le nom du monsieur, maintenant c'est quoi ces manières? Alors, projet numéro 5. D'après vous, Ah, il me semble qu'il y a du cinéma, j'ai entendu là. ah oui, je l'avais oublié celui-là. Non, projet numéro 5, c'est diriger un théâtre. Diriger un théâtre. Mais le mien, C'est logique. en Belgique, Ouais. j'aime la Belgique aujourd'hui. Alors là, ça me permet de rebondir un peu sur l'acte 1 qui était cette réflexion sur le théâtre belge, qui pour moi est un peu un oxymore dans la mesure où le théâtre est le premier des arts, avec la musique, on peut se battre, hein, mais bon, disons le théâtre est ce soir en tout cas le premier des arts. Maintenant, la Belgique n'est pas la première des nations, ni la plus représentative au niveau du théâtre. C'est quoi? C'est lui donner des lettres de noblesse que d'essayer d'avoir un théâtre belge? Est-ce que la Belgique se prétend? Non, la Belgique, elle se prétend rien. C'est à mon avis sa qualité et son problème. J'ai pas la réponse à comment on trouve un équilibre entre ça. Je sais pas si je cherche à créer un théâtre belge, mais en tout cas, il y a une force en Belgique qui est que quand il y a du génie, les gens s'en rendent pas compte. Ça rend la création, quelle qu'elle soit, candide et magnifique. Ce qui est terrible, c'est quand je dis après, moi, en France, j'ai vu ça, ou j'ai lu ça, ou ça, c'était magnifique, c'est vraiment du pur génie. Et que les Français écoutent, ils sont avec, hein. Et il y a un Belge à côté qui se la ramène et qui fait « Ouais, non, c'était de la merde. » Et là, je dis « Non, c'est insulter mes goûts que dire ça. » Et en plus, c'est faux. Pourquoi ponctuer avec cette phrase-là? Donc ça, c'est... Non, il y a du génie en Belgique, ouais. Alors, il n'est pas créé, il est là. Il est là, mais peut-être aussi parce qu'il s'ignore. Il se conscientisait, est-ce qu'il serait toujours aussi bon? Je sais pas. Oui, enfin, la France a son festival d'Avignon. On a des choses merveilleuses en France. En Belgique, on n'a pas le... Enfin, on n'a pas le début du... Il y a le festival de Spa. Ouais. Et je suis toujours dans cette espèce de ping-pong, de jeu de ping-pong entre la France et la Belgique. Est-ce que l'esprit de ces deux festivals permet de différencier le théâtre belge du théâtre français? Il les réunit plus qu'il ne les différencie, puisque la Belgique s'illustre beaucoup à Avignon. Et moi-même, j'ai découvert des spectacles belges à Avignon. Avignon. Plutôt off ou on alors? Tout. D'accord. Tout. Je sais qu'on a... là, je fais un petit peu publicité pour... je crois que c'est Zora, une stand-upeuse bruxelloise qui est allée au off de Avignon. Et c'est vrai que le stand-up, tiens, est-ce que c'est pas la 6e? Alors non, je pense qu'il y a le cinéma qui se promène. Je sais pas qui a dit ça, mais oui. C'était quelque chose qui me semblait... Bon, bref. Le stand-up, ça va dans le 1 et dans le 2. Hein. C'est un mix. Une autre question éventuellement, oui. Est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a approché de cette problématique centrale du théâtre dit belge? Et selon vous, existe-t-il un théâtre belge? Moi, je me souviens de la pièce Chez Willy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça a passé vraiment très longtemps ici à l'Auditorium 44. Et ça se passait dans un bistrot, typiquement belge. Et là, on est dans les années 90, ouais. Fin 80-90. Tito, qu'est-ce que c'est être belge? Moi, je ne sais toujours pas. Je pense que c'est être et ne pas être. Non, ça c'est anglais. Tu vois, c'est pas to be or not to be, c'est to be and not to be. Je t'assure, mais on peut encore un petit peu y réfléchir. Non, je te crois. D'autres questions, suggestions, non? Écoutez, j'ai envie de vous remercier beaucoup pour cette soirée
et applaudir Aurélie, bien sûr. Aussi bien qu'au théâtre. Bonsoir à tous. Maison de la Francité.